le mauvais tour joué au roi Gylfi. Au temps jadis régnait en Suède un roi du nom de Gylfi. Le roi Gylfi aimait tendrement ces terres nordiques, même lorsqu'au cœur de l'hiver, il y gelait à pierre fendre, lorsque le soleil ne brillait pas, et que les forêts et les montagnes ténébreuses étaient à peine éclairées par une faible lueur, réfléchie par le givre et la neige. Les pauvres gens étaient alors bien heureux de rester chez eux, où ils brûlaient dans l'âtre de leur chaumine les bûches coupées à l'automne, en prévision de l'hiver. Dehors, les loups, fantômes faméliques, se faufilaient entre les troncs d'arbres dénudés et venaient jusqu'au village renifler les portes barrées et verrouillées. Au printemps et en été, le soleil s'en revenait des contrées méridionales. Il réchauffait l'air embaumé de senteurs sylvestres et, sur les lacs et les ruisseaux, faisait fondre la glace. Les ours s'éveillaient de leur sommeil d'hiver, se grattaient la tête et, pour dégourdir leurs membres endormis, partaient à travers bois, à la recherche de miel. Fous de joie, les oiseaux chantaient. Il n'était pas la moindre feuille, pas la moindre flaque d'eau qui ne rayonnait de lumière. C'est en cette saison que le roi Gylfi préférait sa chère Suède, et pour rien au monde il n'eût accepté d'en perdre une motte de gazon ou un caillou. Et pourtant, combien de fois, en ces temps incertains et violents, n'avait-il pas été exposé à pareil danger, car non seulement les rois de Suède, de Norvège et de Danemark étaient toujours en désaccord, toujours sur le pied de guerre, mais encore des hordes de pirates vikings, qui ne devaient allégeance à personne, venaient dans leurs longues embarcations à proue en forme de dragons terrifiants écumer les côtes de ces pays nordiques. Le roi Gylfi ne se fut certes pas laissé surprendre par ces flottes de pirates. D'un bout à l'autre du pays, son armée occupait en maint endroit des forteresses aux murs d'enceinte élevés, de pierre et de terre, érigées sur des buttes de 10 zones de hauteur et terminées par des palissades de troncs d'arbres hauts comme 2 hommes superposés. À l'intérieur de ces fortifications, les mercenaires et leurs familles vivaient avec les chevaux dans les bâtiments aux toits de chaume, groupés par 4, formant des carrés défensifs. Cependant, jamais le roi Gylfi ne redouta l'invasion d'une armée étrangère. Et toutes les nuits, dans son château, il dormait du sommeil du juste, du sommeil de l'homme en paix avec lui-même, en paix avec le monde. Et pourtant, il était destiné à perdre une partie de son royaume, et cela d'une façon très mystérieuse. Au commencement de cette étrange histoire est une femme. La femme qui allait troubler la vie paisible du roi Gylfi était différente des femmes de Scandinavie. Elle était certes grande et élancée, mais son teint, loin d'avoir la pâleur nordique, était basané. Ses yeux étaient non point bleus, mais bruns. Ses longs cheveux étaient non point blonds dorés, mais noirs de jais, et la lumière des torches les parait de reflets pourpres changeants. Cette femme ressemblait davantage aux esclaves que les Vikings ramenaient parfois de leur voyage, lorsqu'ils s'étaient aventurés jusqu'à la lointaine cité de Mikelgarth. Cette terre lointaine était dangereuse et enchantée, peuplée de nains, de géants, de monstres et de magiciens. Aussi ne devait-on pas s'étonner si cette femme était une sorcière. Nombreux prétendirent ensuite, sages après l'événement, avoir su d'emblée qu'elle était une sorcière, une enchanteresse capable de puissants maléfices. Tous avaient entendu le récit que faisaient les Vikings de ces terres de l'extrême sud, où les mers sont chaudes, où les déserts brûlants produisent, pour le malheur de ceux que torture la soif, des visions de sources et d'oasis. De toute évidence, cette côte conduisait au seuil du royaume, gardé par les flammes de Surt, le géant de feu. Peu de marins s'étaient aventurés jusque-là, moins encore en étaient revenus raconter ce qu'ils avaient vu. Si cette femme venait des mers du sud, on ne pouvait douter un seul instant qu'elle ne fût une enchanteresse. Elle était arrivée dans la ville du roi Gylfi, conduisant un char richement sculpté, aux dais somptueusement brodés, tiré par un attelage de 4 bœufs. Mais la taille et la puissance de ces animaux surpassaient ce que l'on avait vu jusque-là dans le nord. Gylfi invita l'étrangère à séjourner dans son palais. La beauté et la grâce de celle-ci, ses étranges yeux bruns, ses cheveux noirs, son parfum de fleurs et de fruits exotiques et mûrs, envoûtèrent le roi tant et si bien que celui-ci, quelques jours plus tard, mettait à ses pieds la moitié de ses richesses. « Non, dit la femme, je n'en veux pas. » Elle était heureuse, disait-elle, de vivre dans le nord. Mais le roi insista davantage et la femme accepta qu'il lui offrit un lieu où elle pourrait vivre. « Un arpent de terre ou 2 feront largement l'affaire, lui dit-elle. Gylfi l'ensorcelé n'eut pas la moindre hésitation et offrit à Gefjon,
tel était le nom de la femme, autant de terre qu'en intervalle d'un jour et d'une nuit, elle pourrait en labourer avec ses 4 bœufs. Comment Gefioun se procura la charrue est encore un mystère, mais ceux qui la virent commencer son labour dans les brumes du petit matin dirent que le soc n'était pas moins grand qu'un navire à proue de dragon. Les 4 bœufs, tels des collines en mouvement, étiraient leurs membres puissants, peinaient, transpiraient. Leurs yeux, tels des lampes incandescentes, perçaient la lueur diffuse de l'aube. Gefioun commença son labour bien avant que le roi Gylfi ne fût sorti du lit, et à l'heure du petit déjeuner, l'étrangère et son équipage avaient disparu à l'horizon. De tout le jour et de toute la nuit qui suivirent, on ne revit au château ni Gefioun, ni les bœufs, ni la charrue. Gylfi alla se coucher, la jeune femme avait disparu aussi mystérieusement qu'elle était venue. Le lendemain matin, le roi Gylfi fut réveillé par le tremblement des murs de sa chambre à coucher, qu'accompagnait, au loin, un grondement sourd. Les lourdes chaises sculptées se mirent à danser sur le parquet de ses appartements. Assis sur son séant, le roi assistait stupéfait au glissement de son grand lit dans la direction de la fenêtre. Posant hâtivement les pieds sur le parquet aux lames vibrantes, Gylfi enfila son pantalon et, chancelant, se dirigea vers les créneaux où, pour la première fois de sa vie, il douta de la fidélité de sa vue. Le soleil, qui s'était levé 5 minutes plus tôt, se couchait déjà. L'obscurité soudaine le fit frémir, mais 5 minutes plus tard, comble d'invraisemblance, le soleil était à nouveau dans le ciel. Le roi Gylfi passa sa chemise, agitant dans sa tête ces phénomènes extraordinaires. Le soleil ne peut se lever 2 fois dans le même jour. Mais plus extraordinaire encore, le soleil s'était couché latéralement et, telle la lune qu'obscurcit provisoirement un nuage qui passe, était réapparu latéralement. C'est alors qu'il comprit la bouleversante vérité. C'était la Terre, sa Terre, qui était en mouvement. Il assistait impuissant à un séisme d'un genre nouveau. Devant ses yeux incrédules, un groupe de collines se dirigeait progressivement vers la mer et défilait devant le soleil qui semblait, telle une balle en or, rebondir de l'une à l'autre. Cependant, le grincement des rochers, la clameur multiple des oiseaux effrayés, le mugissement des ruisseaux et des torrents arrachés à leur lit emplissaient l'air d'un vacarme épouvantable. Gylfi s'agrippa solidement à la balustrade de pierre branlante. Le roi Gylfi crut rêver encore, lorsqu'au bout de cette bande colossale de royaumes, 4 bœufs gigantesques, harnachés de traits d'acier, soulevant et tirant un soc immense au commandement de Gefioun, firent leur apparition. Les paysans de cet îlot de terre en mouvement essayaient malgré tout de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Gylfi vit avec étonnement un jeune berger qui essayait, aidé de son chien, de faire passer un troupeau dans un portillon qui ne cessait de se refermer. Devant ses yeux, défila un champ où une jeune laitière, incapable de rester en équilibre sur son tabouret, tombait continuellement à la renverse, répandant à chaque fois son lait dans l'herbe. Ainsi, l'enchanteresse et ses 4 bœufs gigantesques réussissaient-ils en une seule nuit, là où les armées ennemies les plus redoutables avaient depuis toujours échoué. Gefioun dépouillait Gylfi d'une part importante de son royaume, et, non content de l'occuper, le lui enlevait bel et bien. Mais une surprise plus grande encore attendait notre malheureux roi. Dévalant promptement la cour en direction de l'écurie, Gylfi fit sceller son cheval et partit au galop à la poursuite du nuage de poussière. Mais avant de le rattraper, s'enlisa malencontreusement dans le limon charrié par les cours d'eau rompus. C'est ainsi qu'il assista, impuissant, à la dérive de cette air dans la mer qui facilitait à présent la progression de la masse colossale. Le sillage qu'elle laissait derrière elle était semblable à celui d'une flotte de vaisseaux vikings, emportés par la fureur des rames. Lorsque cette masse de terre eut franchi quelques milles, son mouvement cessa, les champs et les collines s'enfoncèrent de quelques mètres et s'immobilisèrent. Gefioun avait dérobé une partie de la Suède et transformé son butin en île nouvelle. Cette île, appelée depuis Zeeland, appartient au Danemark. Le vide immense qu'elle laissa en Suède fut rapidement comblé d'eau et donna le lac qui porte aujourd'hui le nom de Mälaren. La fureur du roi Gylfi fut sans borne. Il dépêcha des messagers vers l'île volée ainsi qu'aux 4 coins du royaume, avec mission de retrouver à tout prix la femme et les bœufs. Mais ceux-ci, qui n'étaient autres que les propres fils de Gefioun et d'un géant, avaient disparu de la surface de la terre sans laisser de traces. Ils étaient retournés à Jotunheim. Quant à Gefioun, elle avait regagné Asgard, car, ainsi qu'on devait l'apprendre par la suite,
Elle n'était point venue du sud, mais était une parente des dieux anciens. Dans les pays du Nord, ces dieux anciens s'appelaient les Aesir. Ils étaient subordonnés à Odin, père de toutes les puissances divines. Odin vivait à Asgard, pays que la plupart des gens supposaient généralement situé au-delà des nuages. Comme la fureur de Gylfi ne trouvait point d'apaisement, il décida de chercher à obtenir des réparations ou, pour le moins, des éclaircissements. Les Aesir lui semblaient être de bien grands magiciens, et Gylfi se demandait si ces dieux étaient des artisans de leur propre magie, ou s'ils étaient, au contraire, eux aussi les marionnettes de divinités supérieures qu'ils adoraient. Pour en avoir le cœur net, il entreprit un long voyage dans l'espoir de parvenir un jour à Asgard. Lui-même averti des choses de la magie, Gylfi comptait bien ne pas être une seconde fois le jouet des dieux. Vêtu d'une cape de pèlerin en haillons et d'un vieux chapeau défoncé et poussiéreux, il répondait lorsqu'on lui demandait son nom « Je m'appelle Las du chemin ». Est-il besoin d'entrer dans les détails des années d'errance, des périls et des déceptions amères que lui réservèrent le voyage vers Asgard, bien des années plus tard? Un jour, apercevant un château magnifique dont le toit était couvert de boucliers de guerre en or massif, Gylfi sut immédiatement qu'il était à Asgard. Une sentinelle montait la garde devant le grand portail à double battant et, pour tuer le temps, jonglait avec 7 poignards aux lames acérées. Sans cesser pour autant de suivre des yeux les poignards qui formaient un cercle dans le ciel, la sentinelle demanda « Qui êtes-vous et que voulez-vous » ? « Mon nom est Las du chemin, et je viens de très loin, répondit le roi Gylfi, comme en témoignent mes vêtements poussiéreux et mes sandales éculées. Il y a longtemps que je suis en route, je suis très fatigué. Auriez-vous un croûton de reste pour le pauvre air que je suis, et peut-être un lit pour la nuit ?» L'homme récupéra un à un ses poignards, jeta à Gylfi un regard soupçonneux et lui dit « Pour ce qui est du logement, il faudra demander au seigneur du château. » « Quel est son nom » demanda Gylfi. « Vous lui poserez la question, il vous répondra lui-même, » dit l'homme. À grands pas, il s'engagea dans le château, Gylfi sur ses talons. L'intérieur du château était vaste. Une partie était occupée par un champ de bataille et, au moment précis où passait Gylfi, un combat s'y livrait. Les clameurs et le tumulte étaient effrayants. De temps à autre, notre roi était contraint de se faire tout petit pour esquiver une flèche ou une lance égarée. À présent, il savait exactement où il était, au Valhalla, séjour des vaillants trépassés. Dans sa hâte extrême, la sentinelle ne lui laissa guère la possibilité de poser d'autres questions. Abandonnant la proximité du champ de bataille, ils s'enfoncèrent ensemble dans un long corridor et arrivèrent enfin à une chambre aux chevrons élevés. À l'extrémité de cette chambre s'élevaient 3 trônes imposants sur lesquels siégeaient 3 grands personnages. Dans la pénombre, il était difficile de discerner leurs traits, mais en leur présence, le roi Gylfi fut envahi de crainte. Son guide fit demi-tour, le laissant debout, seul et embarrassé. Il eut néanmoins le courage de rompre le silence. « Puis-je me permettre de demander à vos seigneuries comment elles se nomment » souffla-t-il rapidement. « Puissant, dit le premier. « Aussi puissant, dit le second. « Troisième, dit le troisième. » Convaincu d'avoir enfin non seulement atteint Asgard, mais encore être en présence des Aesir, le roi Gylfi céda un profond sentiment de gêne, pour ne pas dire d'appréhension. « Quelle affaire vous mène en ces lieux » demanda Puissant. « Je suis, répondit Gylfi, à la recherche de celui qui est très informé de tout, de l'être, devrais-je dire, le mieux informé de la terre et du ciel. Est-il parmi vous celui qui est tout cela à la fois ? Vous pourrez vous estimer très heureux de repartir indemne d'ici. Ce qui ne sera bien sûr pas le cas s'il se trouve que vous soyez mieux informé que vous ne le paraissez à présent. Que voulez-vous savoir au juste ? Avancez et parlez sans crainte, ordonna Puissant. Sauf le respect que je dois à vos majestés, dit alors Gylfi, je désire savoir qui est le premier et le plus ancien des dieux. Je veux savoir ce qu'il faisait avant la création de la terre et du ciel. Je veux savoir d'où sont venus les géants de glace et les géants de feu. Qui a créé l'humanité, le soleil, la lune et les étoiles? Je veux savoir pourquoi le vent souffle. Aussi Puissant l'interrompit. Vous voulez, de toute évidence, connaître l'envers du décor. Vous n'ignorez pas, je pense, les périls auxquels vous expose votre curiosité. À son tour, le troisième parla.
Je vous conseille, quant à moi, de prendre un tabouret et de vous asseoir, car le récit que nous allons vous faire est en effet bien long. » Le roi Gilfi tira un tabouret vers lui, s'assit et écouta. Ce qu'il entendit alors, vous allez à présent le découvrir vous-même.